Avec nous ce soir, Mohamed Ould Cherif, directeur du Centre d'études et de documentation franco-sahraoui. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous. Oui, bonsoir madame. Alors Mohamed Ould Cherif, ce n'est pas la première fois que le régime colonialiste du Merzen empêche une délégation internationale de pénétrer dans les territoires sahraouis occupés. Cette fois, ce sont des parlementaires basques qui se font refouler. De quoi cette attitude est-elle le nom selon vous? Que cache le Maroc? Écoutez, le Maroc a depuis toujours interdit en fait l'accès au territoire du Sahara occidental, aussi bien aux ONG qui défendent les droits de l'homme qu'aux hommes politiques pas dans la lignée du Merzen. Ce qu'il cache, je dirais, comme tout régime répressif et colonialiste, si vous voulez, les oppressions sont monnaie courante vis-à-vis du peuple sahraoui et des populations sahraouies qui sont en minorité depuis l'invasion du Sahara occidental en 1975, fin 1975 et 1976 par le voisin du Nord, à savoir le Royaume du Maroc. Depuis ce temps-là, depuis cette invasion militaire, le Maroc tient la population sahraoui d'une poignée, je dirais, de fer, avec des emprisonnements, avec des tortures dans les prisons, des éloignements de personnes qui sont, quand ils vont en prison, ils les emmènent tout au nord du Maroc, en dehors du Sahara occidental, ce qui est complètement illégal. Et je passe des différentes violences policières qu'ils font et racisme au quotidien vis-à-vis de la population sahraoui. C'est ça en fait, je dirais le voir que voudrait mettre le royaume du Maroc sur le territoire du Sahara occidental qu'il colonise. Mohamed Ould Cherif, on sait que le Pays basque est connu pour être le cœur du mouvement de solidarité espagnol avec le Sahara occidental. D'ailleurs, dernièrement, la ville de Bilbao a vu la célébration du Forum mondial de la jeunesse solidaire avec le peuple sahraoui. Pensez-vous que le traitement infligé à cette délégation basque va entraîner un mouvement d'indignation et de mobilisation en Espagne et même ailleurs peut-être? Je pense qu'effectivement, les peuples espagnols constatent que clairement, leur gouvernement, leur État espagnol a été très injuste par rapport au peuple sahraoui. Du Sahara sans le décoloniser. Et il l'a coupé en morceaux comme une proie entre lui, je dirais, quelque part via l'économie, et entre la Mauritanie et le Maroc en 1976. Donc, quelque part, les peuples espagnols sont conscients de cela. Il est vrai que... Mais est-ce que vous pensez que la coordination des mouvements de solidarité avec le peuple sahraoui va justement s'exprimer sur le sujet et peut-être avoir des actions concrètes pour dénoncer cette énième violation flagrante du droit international? Je pense qu'elle ne tardera pas à répondre à la chose, d'autant plus que là, on ne parle plus d'ONG ou de simples militants. Là, on parle de députés du Parlement basque. Donc, on est passé à un cran au-dessus, si vous voulez. Auparavant, le Maroc rejetait les ONG et les militants. Et ce qui s'est passé il y a 2-3 jours, en fait, c'est un rejet, c'est une expulsion. Je même pas l'expulsion, c'est qu'il ne les a pas laissés atterrir à la Youn. Donc, et ce sont des parlementaires du Pays basque, ce qui n'est pas rien, si vous voulez. Même si le gouvernement de Madrid central n'a pas réagi, tous les peuples, je dirais, espagnols, aussi bien catalans que basques, que les autres peuples d'Espagne réagiront. En tout cas, ceux qui sont solidaires avec le peuple sahraoui. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Mohamed Ould Cherif, le régime d'occupation marocain a toujours refusé de permettre à la mission onisienne pour le Sahara occidental d'exercer le contrôle du respect des droits humains, probablement parce que l'occupation multiplie les violations des droits fondamentaux du peuple sahraoui, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est en droite ligne, ce que j'allais dire, c'est en droite ligne en fait de ce que fait le Maroc. À plusieurs reprises, des commissions des Nations Unies ont essayé de pouvoir aller visiter les territoires. Et le Maroc leur a interdit depuis des puissances occidentales, et en l'occurrence avec l'appui du gouvernement français et des États-Unis. Et dernièrement, uniquement du gouvernement français, puisque
il y a quelques années, les États-Unis avaient voulu présenter une résolution qui justement demande à ce que la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme puisse visiter le Sahara occidental. Et avec le potentiel veto qu'avait présenté la France, cette résolution n'a pas été présentée. Donc clairement que, de façon générale, le Maroc, je dirais, clairement, réaffirme de nouveau, si vous voulez, l'oppression, les violences qu'il mène quotidiennes dans le territoire sahraoui. Donc on voit bien, c'est assez explicite, si vous voulez, de la relation qu'il y a entre le Maroc et le Sahara occidental. Le Sahara occidental est un territoire occupé illégalement, militairement, et de façon brutale et violente par le Maroc. Et c'est ce qui se passe dans tous les cas comme ça. C'est-à-dire qu'on empêche les observateurs internationaux qui sont neutres, qui peuvent éventuellement dire ce qui se passe sur le territoire. Revenons, si vous le permettez, Mohamed Ould Cherif, à la décision de la Cour de justice européenne. On rappelle à nos téléspectateurs que la Cour de justice européenne avait rendu il y a quelques mois un verdict concernant le droit économique du peuple sahraoui qui était pendant longtemps spolié et pillé illégalement par l'occupant. Justement, où en est-on, Mohamed Ould Cherif, concernant le dossier des richesses naturelles? Alors, pour dire une chose, c'est la décision du 4 octobre 2024 de la Cour de justice de l'Union européenne est une décision à marquer d'une pierre blanche, mais elle constitue en fait, si vous voulez, un aboutissement d'une dizaine d'années de lutte du peuple sahraoui au niveau international, au niveau des juridictions internationales. Elle porte sur les accords. Non seulement elle porte sur plusieurs choses. On va commencer par le plus pratique des pratiques, à savoir les accords qu'il y a d'agriculture et de pêche entre l'UE et le Maroc. Donc, il les invalide une fois pour toutes. On ne peut plus revenir. C'était donc une décision définitive, irrévocable. Ça, c'est une première chose. Donc, elle donne une année pour que tout rentre dans l'ordre et autrement dit que ces accords soient annulés et défaits. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, elle insiste sur le fait, le droit international de nouveau. Elle dit que seul le peuple sahraoui peut disposer de ces richesses et décider de l'exploitation de ces richesses et avec qui les exploite. Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, qui n'est pas le moindre, elle réaffirme que le Front Polisario représente le peuple sahraoui et qu'il peut donc porter devant les tribunaux et devant la justice toute demande du peuple sahraoui concernant les ressources naturelles du peuple sahraoui. Donc, c'est une décision qui est en droite ligne du droit international et dont on voit les conséquences avec la décision du Conseil d'État qui a été dernièrement pris par le Conseil d'État. C'est aussi une question d'étiquetage, Mohamed Ould Cherif. Voilà, les produits qui proviennent du Sahara occidental doivent impérativement porter l'étiquette du pays dont ils proviennent et non pas porter le nom de l'occupant marocain. Tout à fait. Effectivement, donc, dans la dernière décision du Conseil d'État français qui répondait à une demande de la Confédération paysanne, qui était beaucoup plus large, qui, elle, demandait l'interdiction, etc., de l'importation de tomates et de melons qui étaient issus du territoire du Sahara occidental occupé. Le Conseil d'État français a dit, je dirais, s'est prononcé dans le spectre dont il est responsable, à savoir, justement, étiqueter ou ne pas étiqueter les produits qui arrivent sur le territoire français d'origine. Et là, en l'occurrence, ce que dit le Conseil d'État, c'est clair, net et précis. Tous les produits, et en particulier les melons et les tomates, parce que c'est ça dont il s'agit, il faut absolument qu'ils aient l'étiquette de l'origine, à savoir Sahara occidental, et non pas Maroc, comme cela se faisait jusqu'à aujourd'hui. Pour continuer à parler de cette décision de la Cour de justice européenne, beaucoup de journalistes et d'organisations internationales ont dénoncé l'implantation d'éoliennes et de panneaux solaires par des firmes européennes pour l'exploitation de l'énergie verte du Sahara occidental occupé. Est-ce que ces projets pourraient être bloqués en vertu de la récente décision de la CJUE ? Absolument. C'est-à-dire que du point de vue du droit international, du droit, juste pour se restreindre à l'Europe, la Cour de justice de l'Union européenne a été claire là-dessus. Elle a dit que le territoire du Sahara occidental, donc les ressources du territoire du Sahara occidental appartiennent
au peuple sahraoui. Seul lui peut décider là-dessus. Et il a dit que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le seul Front Polisario représente le peuple sahraoui et peut décider. Donc, on doit avoir le consentement du peuple sahraoui si on veut faire des activités économiques de façon générale sur le territoire du Sahara occidental. Et donc, avoir le consentement du Sahara, des Sahraouis, c'est avoir le consentement du Front Polisario. Donc, le Front Polisario est en position de porter la chose devant la justice en demandant, réparation et que ces activités cessent s'il n'est pas d'accord avec ces activités sur le territoire du Sahara occidental. Donc, clairement, toutes les activités de type éolienne, de type exploitation des minerais, tout ce qui, mais vraiment tout type d'activité, quelle qu'elle soit, même si elle est énoncée en termes, je dirais, que pour le bien-être de la population locale ou pour l'environnement ou autre, peu importe quel est l'objectif derrière, elle ne peut se faire sans le consentement du peuple sahraoui et donc sans l'autorisation du Front Polisario. Et donc le Polisario est en position de pouvoir porter la chose devant la justice et donc nécessairement de gagner puisque les lois internationales sont là pour ça. D'autant plus, Mohamed Ould Cherif, que tout pays qui s'adonne à ce genre de pratique est passible de sanctions judiciaires. Est-ce que vous pensez que le Maroc est conscient de ces sanctions? Alors, sur la partie sanctions, je parlerai des sanctions vis-à-vis du non-respect du droit international. Cela se passe dans les organisations internationales, dans le sens où les autres pays peuvent demander à ce qu'ils soient sanctionnés. Et donc, suite à un vote éventuellement du Conseil de sécurité ou autre, ou une décision globale d'un groupe d'États, ils peuvent porter des sanctions vis-à-vis d'un pays qui n'a pas respecté le droit international. Mais en l'occurrence, là, pour pouvoir, les sanctions, si elles sont apportées directement sur les entreprises. Donc, si vous prenez par exemple l'exemple de EDF ou Engie ou la banque publique de développement qui souhaiterait investir au Sahara, la banque publique de développement, d'investissement française qui souhaiterait investir au Sahara occidental, eh bien, le Polisario est en position de porter la chose devant la justice et il gagnera puisque, comme je vous l'ai dit, les lois sont là pour ça. C'est d'ailleurs l'objet, je dirais quelque part, de la réunion qui a eu lieu ou de l'invitation qu'a lancée l'Union, le Parlement européen au Front Polisario pour pouvoir discuter de cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne. 4 ans, Mohamed Ould Cherif, après la reprise des combats armés au Sahara occidental, où en est le processus politique pour la décolonisation de cette dernière colonie d'Afrique, en particulier lorsque certains pays membres permanents du Conseil de sécurité, je fais la référence à la France, encouragent le fait accompli colonial? Le processus politique, il est réellement dépendant de la décision et de la volonté de décision du Conseil de sécurité de l'ONU d'appliquer les résolutions, ses propres résolutions. Tant qu'il n'y a pas de volonté politique du Conseil de sécurité, alors le processus politique sera toujours bloqué par le Maroc. Parce qu'il faut rappeler à vos téléspectateurs et vos auditeurs que le processus a été entamé en 91 et il a continué. Et puis à un moment donné, il a été arrêté, mais arrêté par qui et pourquoi? Il a été arrêté par le Maroc. Et pourquoi? Parce que simplement, à la vue du nombre de votants qui sont issus d'une liste de recensement espagnol, il a vu que la majorité des personnes qui allaient voter étaient sahraouis et que donc il allait perdre le référendum. C'est pour cela que le Maroc a arrêté le processus politique. Et depuis ce jour, avec l'aide de pays comme la France et les États-Unis, eh bien, il continue à mettre des écueils devant la résolution politique de ce conflit. Le Maroc, comme vous l'avez dit, qui dispose toujours d'un soutien indéfectible de la part de Paris. Comment est-ce que vous expliquez ce soutien? Pourquoi est-ce que la France veut soutenir le fait accompli colonial marocain? Alors, c'est vrai qu'au sein même de la France, au sein même, je dirais, des intellectuels français, on se pose la question pourquoi une telle fuite en avant face au droit international. Avant, la France soutenait le Maroc sous la table quelque part, puisque c'est elle qui était à l'initiative du plan d'autonomie, un plan borné déjà. Mais c'est vrai que la question se pose parce qu'il n'est d'aucun intérêt, je dirais, sur le long terme, et du point de vue stratégique pour la France, de pouvoir continuer à supporter le Maroc. À part que
si vous mettez en équation le nombre d'entreprises qu'il y a au Maroc, d'entreprises françaises, alors là, on commence un petit peu à se dire, est-ce que c'est ce lobby, je dirais, de business qu'il y a au Maroc? Est-ce que ce sont ces intérêts-là qui poussent le gouvernement français à vouloir défendre de façon, je dirais, obscure ou de façon pas raisonnée, à soutenir l'occupation illégale du Sahara occidental? Ça peut être une explication. Mais ce n'est pas une vision, je dirais, dans l'intérêt de la France, et ce n'est pas une vision dans l'intérêt du peuple français que de soutenir, non seulement d'une façon morale, mais d'une façon aussi même à long terme, si vous voulez, économique. Parce que maintenir une instabilité dans la région du Maghreb, en définitive, elle ne rapportera pas, elle n'est pas bénéfique pour la France non plus. Vous voyez ? Mohamed Ould Cherif, pensez-vous qu'il existe aujourd'hui des risques d'escalade du conflit armé? Je pense qu'il y a de grands risques effectivement d'escalade armée, parce qu'il y a une pression, si vous voulez, du terrain au niveau du peuple sahraoui qui pousse, quand on parle, quand on discute avec les jeunes, et quand on écoute ce que disent les jeunes sahraouis, et même la population sahraoui en général, ils ont vraiment hâte de passer à une seconde étape de combat avec le Maroc pour pouvoir récupérer leurs droits, parce qu'apparemment, ils ont attendu plus de 30 ans pour avoir une solution, et quelque part, la communauté internationale leur a fait défaut et n'a pas respecté sa parole du droit le plus simple, qui est en fait le droit de tout un peuple à l'autodétermination via l'exercice d'un référendum. Et donc, il y a réellement un risque d'escalade, d'autant plus que le Maroc tire avec lui des opérations externes à la région, si vous voulez. Je pense à Israël, je pense aux Émirats arabes unis. Je pense qu'il est en train d'essayer de ramener du monde avec lui dans cette optique-là. Et donc, les Sahraouis ne se laissent pas faire, et je pense qu'effectivement, il y a un vrai risque d'escalade dans la région, compte tenu des frontières qu'a le Sahara central avec la Mauritanie, et compte tenu des voisins et de la situation au Sahel. Mohamed Ould Cherif, la Commission européenne a tranché la semaine dernière en interdisant les compagnies aériennes européennes d'aller dans les territoires sahraouis, signe que l'espace aérien est finalement sous l'autorité de l'Espagne et non pas du Maroc, n'est-ce pas? Oui, elle confirme en fait l'accord euro-méditerranéen qu'elle a. Donc, la Commission européenne a rappelé ce qu'elle avait déjà dit, à savoir que le territoire du Sahara occidental est un territoire qui est séparé et distinct du Maroc. Il n'est pas couvert par les accords, si vous voulez, qu'a l'Europe avec le Maroc. Donc, elle le dit clairement, elle le réaffirme, et ça n'est que dans la continuité, si vous voulez, de droit et de ce qu'a dit la Cour de justice de l'Union européenne. Le territoire sahraoui est un territoire séparé et distinct du royaume du Maroc. Et donc, tout ce qui en suit, si vous voulez. C'est donc une petite victoire diplomatique pour le Sahara occidental? Absolument, absolument. C'est vraiment un point tournant, si vous voulez, aussi bien diplomatique que politique, que vous allez le voir dans les prochains mois, économique, puisque le Maroc, qui a un marché de 400 millions de personnes juste à sa porte, qui est l'Europe, va être privé de cette exploitation de plusieurs millions qui tirent illégalement des richesses du Sahara occidental vers l'Europe. Alors, il peut effectivement vendre le phosphate qu'il exploite peut-être à la Chine ou au Brésil, loin, mais en tout cas, par rapport à l'Europe, tous ces échanges qu'il tire du Sahara occidental, il ne pourra pas, et même de façon générale et globale, parce que le droit européen, il est aussi, je dirais, c'est le droit pour tout le monde, si vous voulez. On peut poursuivre même les gens qui sont au Brésil ou ailleurs, compte tenu des différentes avancées qu'a réussi à obtenir le Polisario pour le peuple sahraoui sur la partie juridique internationale. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Ould Cherif, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre d'études et de documentation franco-sahraoui. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir, madame.